il y a plusieurs fins dont on va parler fin FIN au cours de cette chronique. Tout d'abord, ça a fait grand bruit en début de semaine, là, l'annonce par le gouvernement Trudeau, par Stephen Guilbeault plus précisément, de la fin des subventions inefficaces au secteur pétrolier canadien. Il y a eu beaucoup de réactions, des réactions mitigées. Il y en a qui disaient que c'était vraiment trop peu, d'autres qui disaient que c'était un premier pas dans la bonne direction. Moi, ce qui a retenu mon attention, c'est subvention inefficace. Qu'est-ce que c'est qu'une subvention inefficace? Ah, ça, faudrait demander au super Stephen Guilbeault, celui qui a le don de jeter de la poudre aux yeux, Jean-François. Tu sais que John Kerry disait que subventionner l'industrie pétrolière est la définition même de la folie. Oui. On pourrait dire à ce moment-là que le Canada a été fou pendant assez longtemps, merci, et il continuera de l'être, parce que quand on a posé la question qui te tarabuste au ministre Guilbeault, il a dit, je sais pas trop, ça va dépendre, puis on dit, OK, mais ça revient à combien de milliards par année, ça, selon vous, des subventions inefficaces? Il dit à peu près 1 milliard. Or, l'an dernier, en 2022, le Canada a subventionné entre 15 et 20 milliards cette même industrie pétrolière, là, dépendamment des études disponibles. Ce qui veut donc dire que à partir de l'année prochaine, il n'y aura pas, et ça c'est important de le savoir, il n'y aura pas de fin aux subventions déjà en cours. On parle strictement de subventions qui pourraient être accordées dans le futur, qui, elles, passeront dans l'espèce de maille, de filtre du ministre Guilbeault, à savoir si elles sont inefficaces ou pas. Ce qui veut donc dire que pour l'instant, il n'y a absolument rien qui change et qu'au mieux, peut-être, selon le ministre Guilbeault, il y aurait 1 milliard sur 15 ou 20 qui serait transféré ailleurs, en fait, qui ne serait pas envoyé directement à l'industrie pétrolière. Oui, donc on comprend que c'est bien peu, mais 15 à 20 milliards, c'est énormément d'argent pour subventionner des entreprises qui en font énormément. Pourquoi est-ce qu'on les subventionne? Moi, je pense que c'est l'espèce d'historique du lobby pétrolier qui est très, très fort au Canada, qui est très fort ailleurs. Et évidemment, les gouvernements, pendant longtemps, ont été sensibles, je pense, pour des raisons évidentes, c'est-à-dire des raisons d'emploi, particulièrement dans l'Ouest canadien. Mais est-ce qu'on a encore ce luxe-là d'un point de vue réchauffement climatique? Évidemment que la réponse est non. Et en plus, c'est ça qui est fâchant, c'est que les pétrolières font des profits absolument gargantuesques. L'année passée a été une autre année record. Et donc, on va continuer d'envoyer de l'argent à une industrie qui, somme toute, est mortifère, là, soyons honnêtes, d'un point de vue humanité. Et en plus de ça, ils font de l'argent comme Crésus, comme disait mon grand-père essentiellement. Donc voilà, quelle est l'espèce de logique derrière ça? Franchement, il n'y en a pas. Mais ce qu'on sait par contre, c'est que, et puis moi, c'est ce qui m'achale le plus, c'est que Stephen Guilbeault est passé maître dans l'art d'assurer une espèce de vernis écologique au gouvernement Trudeau. Mais dans les faits, qu'est-ce qui se passe réellement? La réalité, c'est qu'il se passe absolument rien. Puis on l'a même vu, c'est ce même ministre Guilbeault qui, 3 jours après le dépôt du rapport de GIEC, qui nous disait il faut cesser les industries fossiles, sa presse, avait autorisé le projet Baie du Nord, on s'en souvient, là, dans le coin de Terre-Neuve. Et c'est vrai que le gouvernement Trudeau, encore là, question d'image, malgré son image de gouvernement plutôt progressiste sur le plan environnemental, dans les faits, a accordé plus de subventions au secteur pétrolier que le gouvernement Harper? Absolument, oui. C'est effectivement ma compréhension de l'affaire. Donc ça, c'est quand même assez particulier. On peut voir ici toute l'étendue de l'hypocrisie. Là. Le mot est dur, mais je le maintiens parce que c'est ce qu'on appelle... C'est exactement la définition même du mot. C'est de l'hypocrisie. Justin aime beaucoup se faire photographier en kayak le jour de la Terre, interdire des pailles en plastique. Mais là où ça compte vraiment, par exemple, d'un point de vue industrie fossile, bien franchement, il répond présent encore davantage que Stephen Harper, qui lui était, on s'en souvient, le représentant de l'Ouest. En d'autres termes, il faut le faire. Oui, surtout qu'il vote même pas pour lui en Alberta. Donc, on peut même pas dire qu'il fait ça pour des raisons électorales. On peut pas dire ça, non. Cela dit, on a vu, pour rester dans le gouvernement Trudeau et pour parler de Justin Trudeau lui-même, on l'a vu participer à un bain de foule, ce qu'il aime beaucoup faire et ce qu'il fait assez bien, il faut le dire, là, à Belleville, en Ontario, mais un bain de foule qui aurait pu mal virer. Est-ce que, et c'est pas la première fois qu'on pose la question là, entourant la sécurité autour de M. Trudeau et d'autres politiciens, est-ce que avec la façon dont se déploie la démocratie, disons ça comme ça, on pourrait assister à la fin là, des fameux bains de foule des politiciens?
Moi, je suis à peu près convaincu, Jean-François, qu'il y a des mémos qui ont dû circuler au bureau du premier ministre en provenance de la GRC notamment, disant ceci, cesser immédiatement les bains de foule avant que ne survienne un incident regrettable. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu les images, le bain de foule en question à Belleville, là, tu l'as dit, a failli... c'était d'une violence verbale assez inouïe. Il y a toutes sortes de raisons de ne pas aimer Justin Trudeau. Là, je vous en ai donné une dans le premier segment de l'émission, de la chronique. Mais ça ne permet quand même pas d'aller insulter, voire intimider, parce que c'est le bon terme, sinon insulter parfaitement à quelques centimètres de son visage le premier ministre du Canada en le traitant des pires insanités, en faisant référence à des régimes de collabos. Bon, évidemment, ces gens-là, on le sait, sont des Trumpistes, sont des gens qui en sont jamais revenus du vaccin. On voyait des casquettes Make America Great Again, qui me fait toujours rire, moi, quand tu vois des trucs du genre à Belleville ou à Saint-Jérôme. Là, ces gens-là ont peut-être pas compris, là, mais ils n'ont aucun droit de vote aux États-Unis. Donc, ils importent, c'est Make Saint-Jérôme Great Again. Ils importent ici toutes les espèces de réflexes trumpistes avec une violence qui franchement glace les sangs, soyons honnêtes, et n'importe quel candidat ou candidate aux dernières élections, qu'elles soient provinciales ou fédérales, vous dira probablement la même chose. Il est de plus en plus difficile de participer à l'exercice démocratique. Les insultes en ligne sont innombrables. Il y a des dangers pour la sécurité d'individus. Rappelons-nous, la dernière campagne électorale fédérale, justement, Justin Trudeau s'était fait lancer des roches la sortie d'un autobus. Alors, est-ce qu'on attend qu'il y ait une espèce de coup absolument regrettable? Visiblement, ça semble être le cas. Mais au-delà de cette violence-là, moi, Jean-François, ce qui m'inquiète le plus, c'est l'état de la démocratie. Parce qu'au Canada, pendant longtemps, on s'est fait une fierté de pouvoir faire en sorte qu'un premier ministre puisse sortir dans la rue comme ça, sans trop de sécurité, saluer les gens, leur parler. Bon, encore une fois, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, c'est pas le point, mais un premier ministre a toujours été, ou un candidat, un chef d'un parti a toujours été en pleine sécurité, pensait-on. Aujourd'hui, très clairement, ces temps sont révolus ou pratiquement révolus, et ça en dit long sur l'état de la démocratie. Et parlant de démocratie, on va terminer là-dessus. La fin du petit oiseau de Twitter, au-delà de l'image, qu'est-ce que ça nous dit, ça, Frédéric? Oh là là. C'est Ernest Hemingway qui racontait que à une certaine époque, certains magnats détiendront la grande majorité des moyens de communication et ceci pourrait mal se terminer. Je pense que Hemingway avait tapé dans le mille parce qu'Elon Musk, depuis son achat de Twitter, il l'a acheté pour un prix absolument exorbitant. Là, c'est comme si j'achetais la patate frite du coin pour 182 millions. Là. A foutu le feu dans Twitter. Déjà que ça allait assez mal, merci. Notamment en ramenant au bercail, en permettant de revenir au bercail les Donald Trump de ce monde, les Alexis Cossette-Trudel plus proches de nous. Et pour être sur Twitter trop souvent dans ma journée, le niveau des discussions, le niveau des débats intellectuels a chuté de manière absolument drastique dans un premier temps. On voit de plus en plus de théories conspirationnistes. On voit de plus en plus d'appels à la violence claire et nette. Et très clairement, Elon Musk en jouit. Il n'en bénéficie pas financièrement de toute évidence. Lui-même a dit qu'il a perdu 50% de ses revenus. Donc, est-ce qu'il fait ça pour des raisons idéologiques? J'ai bien l'impression que oui, je n'en vois pas d'autres de toute manière. Et l'espèce de changement du petit oiseau peut-être candide, un peu innocent, pour un gros X noir très affirmatif, peut-être semi-violent en quelque sorte, on peut voir que cette tendance-là est en train de s'incruster peut-être pour de bon. Peut-être que le message, c'est qu'il faut mettre un X sur Twitter, au propre comme au figuré. Oui, ou peut-être un message pour certains en disant, voyez, vous avez juste à signer ici, puis la job est faite. Voilà. Frédéric Bérard, toujours un plaisir. Merci beaucoup. Très réciproque. À bientôt. Bye.